Bonjour et bienvenue sur YouTalks, le podcast qui parle de vulgarisation scientifique sur Internet et particulièrement sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre la télé et YouTube. Oh, vaste sujet. Oh oui. Toi, est-ce que tu as des expériences télé déjà dont tu pourrais nous parler? Oh oui. Oh oui. Diffuser, non. Alors attends, que je réfléchisse. Si. Alors télé, j'en ai qu'une. Mm-hmm. Télé à cheval avec d'autres trucs, j'en ai plusieurs. Okay. Donc l'expérience 1, c'est le documentaire avec Arte qu'on devait faire. Donc c'était pour la case science. Donc tu sais, la télé c'est divisé en cases en fait. Ils ont comme un emploi du temps quoi, et puis 52 minutes, qui suivent, et la case science c'est le vendredi soir à 22h je crois, enfin c'est quand on dit... Non, samedi soir à 22h, quand tout le monde dort. Enfin la science quoi, à la télé. Et en France, ouais. Oui, parce que toi, t'as une expérience au Canada. Ouais, on va pouvoir parler de cette différence-là aussi. Donc voilà, l'idée, c'était de faire un documentaire avec Arte, donc, qui m'avait proposé de faire un docu. J'avais dit, ouais, je suis chaud. On s'était même mis d'accord pour faire une série de documentaires, en fait, plusieurs 52 minutes. Et puis, le temps passant, enfin, moi, je vois comment je m'ajuste avec eux et tout. J'ai dit, bon, je préfère qu'on en fasse un seul, en fait. Donc, le thème, c'était l'orgasme féminin. La science l'évolution de l'orgasme féminin, l'évolution biologique de l'orgasme féminin. Et puis, donc, j'ai écrit ce documentaire en collaboration avec un réalisateur qui, lui, a vraiment travaillé sur la mise en scène. Donc, j'étais réal aussi, donc on était à 2 dessus. Et puis on a tourné un test, en fait, parce que Arte voulait une sorte de vérification. Il y a tout un process de validation qui est très très long avec la télé. Et on a tourné ce test, et puis j'ai pas aimé, en fait, l'expérience de travail et tout ça, et je trouvais qu'on allait faire quelque chose de nul. Moi, c'est surtout, je suis vraiment très très focusé sur je suis très concentré sur le résultat final. Si j'ai l'impression qu'on va faire quelque chose de pas bien, je vais tout donner pour qu'on puisse faire quelque chose de bien. Et si je me rends compte que je vais pas réussir à faire quoi que ce soit, quels que soient mes efforts, que ce sera pas bien, je préfère arrêter. J'ai pas envie de participer à cette pyramide de merde qu'il y a à la télé ou sur YouTube. J'ai plutôt envie de faire des trucs bien, et je me dis, y a pas de raison que j'investisse de mon énergie pour que ça donne quelque chose de nul au final. La vie est trop courte, et je peux vivre autrement, donc j'ai pas de raison de faire ça. Okay. Donc j'ai dit non, j'avais finalement quitté un projet de documentaire avec Arte. J'ai fait la petite starlette qui décide de pas faire ça. Voilà. Donc je ferai le documentaire sur l'orgasme féminin, mais pas là-bas. Pas avec eux. Et pour dire les choses, vraiment, faut mettre les choses au clair. Il y a plusieurs problèmes. Travailler avec la télé, c'est plein de défis. Globalement, c'est quand même une expérience assez intéressante. Ils ont par exemple un truc, c'est qu'ils sont très lents, mais ils sont très très lents. Et je pense que c'est encore pire avec Arte, parce qu'Arte, ils ont une division en France et ils ont une division en Allemagne. Et il faut que les deux soient d'accord. Faut que les chefs là sont à Strasbourg. Donc il y a Arte Paris qui propose un projet. Non, d'abord. En gros, il y a des gens chez Arte Paris qui sont chauds pour faire un truc. Tu écris le projet, machin, ils le présentent à la commission à Arte Paris, la commission d'Arte Paris dit oui. Ensuite, c'est présenté en commission à Arte Strasbourg qui gère les deux pays, et si tout le monde est d'accord, machin, on est parti sur ce truc-là. Et encore, on n'est pas parti sur ce truc-là complètement, on est parti sur ce truc-là pour l'écriture. Et ensuite, il faut refaire tout ce délire pour la réalisation, le tournage, machin. Donc c'est hyper lent. Moi, il m'avait contacté en 2016. Il m'avait contacté à l'été 2016. Non, même avant, en avril 2016. On s'avait donné rendez-vous en mai, un truc comme ça. Et on a tout de suite accroché. Enfin, ça allait très vite, si tu veux, par les standards d'Arte. Mon projet, ils l'ont accepté extrêmement vite. J'ai écrit une sorte de présentation qui est allée... en gros, à chaque fois que je présentais un truc, ça passait vite. Tu vois, il fallait faire 3 retouches de forme, et puis tout le monde était super chaud, tout le concept était chaud, voilà. Sauf que, ils ont une infrastructure qui fait que c'est lent. Donc, en gros, toutes ces commissions, tous ces gens, toutes ces hiérarchies, ça fait que tu attends des fois 2 mois, juste pour avoir un retour à la con, hein. C'est juste c'est sympa, on voudrait juste que vous rajoutiez un passage là-dessus. Ça parce qu'ils contrôlent vraiment le contenu en fait. Alors
Ça serait bien. Là, c'est parti pour le passage où je pute sur Arte. Arte ne produisent pas que des bons documentaires scientifiques. Récemment, ils ont produit un truc, on va l'appeler comme ça, ils ont produit un documentaire qui s'appelle Demain tous crétins, qui est rempli de conneries scientifiques. Vraiment, genre, il est mauvais. Okay. Il est faux, en fait. C'est ça le pire, c'est qu'il présente un point de vue biaisé sur un sujet où il présente même pas le consensus, tu vois. Il présente vraiment un point de vue spécifique d'une chercheuse qui est un petit peu particulière. Et il y a des contresens scientifiques de tous les sens, tu vois. Donc c'est pas correct au niveau de la recherche. Donc tu te dis, ils vérifient le contenu, ouais, mais non. Mais c'est vrai que les gens qui vérifient le contenu le font, pour de vrai. Après, c'est pas forcément des chercheurs, c'est pas forcément des gens qui ont une expertise scientifique dans le domaine. Donc ils vérifient que ça a l'air cohérent, en fait. Alors, ils vérifient la forme, plus, en fait. Ils vérifient aussi la forme, ils donnent leur point de vue, tu vois, éditorial. Mais après, il n'y a pas de vérification scientifique pure et dure. Mais même juste ça, en fait, c'est que tout le monde soit d'accord avec l'idée de faire un documentaire comme ça, que tous les décisionnaires de la chaîne soient d'accord pour faire un documentaire comme ça prend du temps. Mais ça prend un temps fou, mais vraiment fou. Entre le moment où j'ai énoncé l'idée que je voulais faire un documentaire sur l'évolution de l'orgasme féminin, et le moment où j'ai effectivement commencé à écrire, il y a eu, je dirais, 8 mois. 8 mois. Moi, j'étais prêt à écrire dès le jour 1, hein. J'ai attendu 8 mois. J'ai pas travaillé pendant 8 mois. Et après, on a écrit le documentaire, donc ça prend un certain temps, faut contacter les chercheurs, découper le truc, etc. Et entre le moment où j'ai posé ce papier, ce document de 40 pages où tout était écrit, parce qu'ils exigent que tout soit écrit, hein, ils ont vraiment peur. Et ben, entre ce moment-là et le moment où on a allumé la première caméra pour faire un test, c'est pas pour le vrai documentaire, pour faire un test, il y a eu encore 8 mois. Donc à chaque fois, t'attends. Et ça, c'est un documentaire rapide, c'est un documentaire vite accepté. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le feu vert dès le départ de la chaîne, donc ils passent des années, genre un documentaire scientifique peut attendre 3 ans entre le moment où le gars a l'idée et le moment où il y a la caméra qui est allumée. On est dans ce genre de truc. Et moi, je me dis, pour de la science, si tu veux faire un truc qui soit un minimum d'actualité, c'est n'importe quoi. Alors que sur YouTube, t'allumes ta caméra, ça peut être très rapide, quoi. Bien sûr. Non, c'est sûr. Donc c'est une organisation particulière. Alors après, c'est une organisation aussi qui est capable de faire des choses très bien, mais je pense qu'ils sont... il y a une rigidité qui est énorme. Et après, sur vraiment la forme, l'expérience de travailler un documentaire, c'est complètement différent d'une vidéo perso, parce que là, du coup, tu bosses avec des gens où il faut tout expliquer, toute ta vision, il faut tout écrire. Et moi, alors, j'étais dans une position un peu particulière, parce que j'étais l'auteur, le réal, le monteur, je faisais les effets spéciaux, et j'étais aussi host. Donc, une partie des effets spéciaux, hein, pas tout. Et j'étais host dans le sens où c'est moi qui parlais devant la caméra. Donc j'avais un contrôle créatif qui était aussi jamais vu. Normalement, c'est chacun fait sa part. Et malgré ça, il faut tout écrire, faut tout décider avant d'allumer les caméras pour des questions de budget. Hein, c'est juste pour éviter des coûts, pour éviter des surprises. Voilà, c'est vraiment une organisation sans surprise. C'est aussi ce qui fait que je pense que les documentaires sont un peu chiants. C'est parce que du coup, mais non, mais c'est vrai, les documentaires sont un peu chiants. Parce que ici il se passe quelque chose, pourquoi ça sert de le filmer? On a déjà tout écrit, toute la séquence elle est déjà entre guillemets dans la boîte. Moi, les gens m'ont demandé chez Arte, c'est comme ça que ça se fait, ils sont pas particulièrement exceptionnels pour mon documentaire, c'était d'écrire les interviews. Je leur dis, mais attendez, je vais faire une interview, le but c'est qu'ils me disent des trucs devant la caméra. Ils disent non, mais en fait tu fais les 2 fois, donc tu les appelles avant, et après interview, et tu écris tout, comme si ils te répondaient, pour rassurer tout le monde, et après tu vas filmer le truc. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Et ils disent, ouais, mais non, mais attends, il y a un peu de flexibilité entre ce que t'écris et ce qui sera au montage. Je dis, alors s'il y a de la flexibilité, à quoi ça sert que je l'écrive d'abord? Allons directement le faire. Tu vois, mais non, mais c'est pour rassurer, pour être sûr que t'aies bien compris ton sujet, que tout soit cohérent et qu'en fait, du coup, ils puissent faire un retour. Cela dit, moi, pour les entrevues, je fais aussi des pré-entrevues maintenant, pour être sûr que la personne a les informations que je recherche. Oui. Et donc, mais après, ça fait du sens quand tu fais de la recherche. Voilà. Mais le fait de l'écrire dans un document, moi, c'est ça que je trouve ubuesque, c'est de faire un document de 40 pages où dedans, t'as écrit les interviews des gens
Et t'es là, mais quoi, pourquoi? Je fais de la vidéo, moi, je suis pas en train d'écrire un livre. Et si j'écrivais un livre, ça serait complètement différent, je le ferais pas pareil. Donc, ouais, c'est vraiment une organisation très particulière qui est, en fait, c'est une organisation qui est faite pour minimiser les risques. C'est maximiser la sécurité dans tous les sens. Et ils veulent que chaque euro investi, aille quelque part. Et... Mais c'est vrai, ça, quand on est sur... moi, je le vois sur YouTube, quand je fais mes scripts, je sais exactement... J'ai pas besoin de l'écrire dans mon script. Je sais exactement que là, je vais faire telle chose et telle chose. Parce que j'ai tout dans la tête. Ouais. Mais la seconde où je travaille avec quelqu'un, il faut que je lui explique ce que j'ai dans la tête. Puis c'est des heures et des heures supplémentaires d'ajout. Puis après, de discussion avec la personne, évidemment, pour qu'elle soit d'accord. Ouais. Et donc, c'est quand même beaucoup de travailler en équipe aussi. Là, moi, c'était sympa parce que j'étais avec un... Vraiment, la partie création était sympa parce que j'étais avec un documentariste, enfin un réalisateur, qui est habitué à faire des documentaires un peu rigolos. Hein. Dans le monde incroyablement monolithique du documentaire Arte, lui, il est vu comme le pétillant, tu vois, le gars qui ose des trucs. Donc il était vraiment très partant pour tenter des nouvelles choses et tenter des nouveaux langages, et il se rend bien compte que YouTube c'est un autre langage, et c'est ce que cherchait Arte, c'est d'avoir un nouveau truc. Pour revenir sur le docu Arte, là, donc, tu sais, je suis parti en expédition à Madagascar, et le truc c'est que pendant l'expédition, moi j'ai fait un docu. Donc il est encore en cours de montage, mais je l'ai filmé, j'ai fait mes interviews, j'ai fait des trucs, et il y avait une équipe d'Arte qui faisait un documentaire 52 minutes sur l'expédition aussi. Et c'est très drôle, c'est très très drôle. Le documentaire est sorti là il y a une semaine. Ils ont été plus rapides que toi, c'est ça que t'es en train de sous-entendre? Oh oui. Ouais. Mais ils ont fait que ça, moi j'ai fait d'autres trucs, d'autres vidéos maintenant. Mais en fait, c'est très très drôle, parce que ça montre toute la différence entre YouTube et la télé. Sur YouTube, si t'es pas sincère, à moins que tu sois très fort, à moins que tu sois acteur, ça va se voir, voilà, c'est ça. Ça va se voir, et c'est pas ce que les gens recherchent. Les gens recherchent vraiment de la sincérité, etc. Là, le documentaire Arte, il vaut le coup d'être vu. Vraiment, je le trouve très mauvais. Vraiment très très mauvais. Ouais. Et ils ont fait jouer des gens. Mais c'est pour des raisons de... Tu vois, ils ont sécurisé des plans, en fait. Ils sécurisent le truc, donc ils disent à la personne... il faut que... refais la découverte de ta grenouille, là. Tu sais, la personne a découvert une grenouille. Il faut refais-le. Attends, on va la refaire, mais on va la faire sur ce plan-là. Il faut que tu refasses la découverte, tu vois. Et ils font jouer les gens comme ça pendant une matinée. Donc tu consacres une matinée à la découverte de la grenouille. Et ils font jouer des gens qui sont pas acteurs. C'est des chercheurs, des jeunes comme moi, je sais pas. Et t'es là, mais du coup, ça se voit à l'écran, t'es là, mais enfin, cette personne ne sait pas jouer. Pourquoi est-ce qu'ils tentent de faire de la comédie française, tu vois? C'est une horreur, mais épargnez-nous ça. Et à un moment donné, dans le documentaire, t'as un des jeunes qui est un étudiant en master, en fait, en archéologie, qui répond au talkie-walkie, tu vois. Allô, oui, mais tu vois très bien qu'il parle à personne, enfin, et tu vois très bien qu'il sait pas jouer, et c'est normal, c'est pas son rôle, il est étudiant en archéologie, il est pas comédien, tu vois. Et il fait semblant de jouer avec l'explorateur qui lui dit, rejoins-moi, machin. En plus, c'est complètement absurde, genre, comme si l'explorateur allait lui dire, vas-y, fais 10 km de marche pour me rejoindre, alors que dans une zone où il y avait pas de carte, tu vois, enfin, personne ne fait ça. Jamais il aurait pris ce risque-là, tu vois, enfin. Et t'es là, tu regardes le truc, tu fais, oh, c'est mal joué, c'est malaisant, en plus c'est faux, en plus c'est quoi cette mise en scène, c'est juste pour amener l'étudiant en archéologie vers un endroit où il y a des peintures rupestres, enfin, vous auriez pu faire ça de tellement de façons différentes, mais là, vous avez clairement essayé de sécuriser, en fait, les trucs, et c'est pas bien. C'est pas bien, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Ah ouais. Est-ce qu'on peut le mettre le lien en description, ou est-ce que tu penses qu'il est trouvable sur Internet? Ah oui, il est trouvable sur Internet. Okay. On va voir si on peut trouver le lien. Ouais. Mais du coup, ça illustre un truc, c'est que c'est des gens qui font des très bons documentaires à côté, mais là, ils étaient sous une contrainte très forte. C'était de réussir à filmer un documentaire en 3 semaines. Même pas, ils avaient, un peu moins de 3 semaines. Et donc, ils étaient dans un rush de ouf. Il fallait absolument qu'ils aient tout en partant, parce qu'ils pouvaient pas refilmer. Une fois que t'es parti. Et donc, ils ont compressé, ils ont fait de la mise en scène parce qu'il leur fallait des liens artificiels, parce qu'ils avaient pas le temps de faire des vrais liens. Mais cinématiquement, c'est mauvais, quoi. Puis c'est pas sincère. Pas à un moment, c'est sincère. Tu vois. Si, il y a un moment sincère, c'est quand, du coup, l'explorateur, qui est un pote, d'ailleurs, il fait une tyrolienne et il se prend un arbre, tu vois. Et c'est super drôle. C'est vraiment le moment où, là, tu vois qu'il a pas joué. Ils ont pris un vrai moment de truc. Et c'est
t'es là, ah putain, ça aurait dû être ça pendant 52 minutes, en fait. Mm-hmm. Ça aurait pas dû être, allô, oui, il faut que je vienne voir les peintures rupestres. C'est genre, non, faites pas ça. Bref, voilà, la télé, c'est aussi un monolithe avec ses contradictions et beaucoup de sécurité, mais du coup, ça nuit complètement à la créativité. Voilà. S'il fallait retenir que ça, c'est mon expérience. Mais c'est le monde du documentaire. C'est le monde du documentaire, c'est très spécifique. C'est très spécifique, c'est ça. Parce que moi, j'ai une expérience qui est complètement différente. Ouais. Parce que, donc moi, je suis au Québec depuis plusieurs années, puis je travaille à une émission télé qui est un jeu télévisuel scientifique qui s'appelle Génial. Et ça fait 4 ans que je suis là-bas, donc j'en suis à peu près à 100 émissions tournées avec eux. Ouais. Donc ça fait un moment. J'ai aussi tourné pour une autre émission, c'est WOW sur TFO, la télévision francophone ontarienne. Okay. Mais j'ai plus d'expérience à Génial. Et puis là, le jeu télé, c'est... grosso modo, il y a un public en live qui est là, okay. Et puis il y a des participants qui sont là pour essayer de trouver les réponses aux questions. Okay. Et les questions, c'est qu'est-ce qui va se passer dans cette expérience? Et il y a 3 choix de réponse, A, B, C. Et moi, je suis sur le plateau avec 2 autres personnes pour faire les choix de réponse et donc faire les expériences en live sur le plateau. Ah, par rapport à ce que eux ils ont dit. Ouais, par rapport à l'expérience A, l'expérience B, l'expérience C. Exactement. On le fait le 3 quoi qu'il arrive. D'accord. Et puis il y en a une seule des 3 qui va faire ce qu'on attend, évidemment. Ouais. Et donc de notre côté, nous, le côté lab, il y a Martin Carly qui est l'animateur scientifique, qui va faire toutes les explications orales, et nous on fait toutes les manipulations. Okay. Puis de l'autre côté jeu, il y a l'animateur du jeu et les joueurs. Et donc c'est aussi énormément de préparation cette affaire-là. C'est la semaine avant, on fait ce qu'on appelle les mises en scène. Donc on va dans un studio n'importe lequel, et puis là avec les accessoiristes qui donc ont passé le mois entier à préparer toutes les expériences, on va faire les expériences devant le réal qui va dire ok Martin, tu vas te placer à Jardin ou à Cour, donc selon le côté du plateau. C'est du théâtre en fait. Comme du théâtre, ouais. Et puis là, il imagine ses shots, il dit, ok, là, il va me falloir un gros plan ici, donc il va me falloir un downlight, parce que sinon on voit rien, donc il va falloir baisser les lumières, donc il prévoit tout à ce moment-là. Nous, on met en place toute notre mécanique, on est appelés les étudiants, même si on n'est pas tous forcément étudiants, mais c'est un secret. Et donc, les étudiants, nous, on met en place notre mécanique, ok, il va falloir que je fasse ça à tel moment, à telle vitesse, ce genre de choses. Puis après, on arrive la semaine d'après sur le plateau. Et là on a l'après-midi, on va répéter en condition de plateau, donc là on a tous les gens des lumières, tous les caméramans, tout le monde, c'est à peu près 100 personnes. Il y a 2 répétitions. Il y a 2 répétitions, une hors plateau et une sur le plateau. D'accord, ouais. Et celle sur le plateau, c'est 100 personnes qui sont là à peu près, donc c'est vraiment monstrueux. Et donc on refait toute la répétition dans les vraies conditions, et après le public rentre, et puis là on refait tout encore une fois, mais en ayant ayant déjà refait deux fois les choses. C'est en live ou c'est en différé? C'est en différé, mais live devant public. D'accord, ok. Donc voilà, puis donc ça fait des journées de 10 à 12 heures de travail, quelque chose comme ça. Parce que vous en filmez plusieurs on filme 4 émissions par soir. Et donc voilà, puis c'est vraiment, c'est rodé, c'est une émission qui existe depuis 8 ans. Ouais. Tous les ans, elle gagne un des prix Gémeaux qui sont les récompenses de la télé québécoise. Et c'est vraiment une émission extrêmement regardée. Et donc c'est très carré. On a la régisseuse plateau qui dit ok, maintenant stop tape, on fait une pause, on sort telle chose, on rentre telle chose, les accessoiristes qui arrivent, qui viennent installer les expériences, et puis là elles disent dans leur oreillette ok, en régie on est prêt, du côté des accessos, puis la lumière dit ok on est prêt, parce moi j'ai une oreillette aussi dans l'oreille, donc j'entends tout le monde qui parle, donc on sait exactement où est-ce qu'on en est. Mais tu vois que c'est une équipe qui se connaît depuis longtemps et puis qui sait comment ça fonctionne. Ouais. Et moi, ce que je vois là-dedans aussi, c'est toute la réflexion qui est derrière, qui est que pendant des mois, ils préparent le contenu finalement. Ils ont des recherchistes aussi et ils font vraiment hyper attention à ce que le contenu soit vrai. Ouais. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour laquelle l'émission perdure, c'est parce que c'est du bon contenu. Je suis assez impressionnée par ce qu'ils font. Mais par contre, Télé-Québec, qui est donc le diffuseur de la télé, va toujours vérifier le texte. Okay. Et il y a eu une année, ou peut-être plusieurs années, je sais pas, où on n'avait pas le droit d'avoir des animaux, de faire la science des animaux, parce qu'il y avait une autre émission à Télé-Québec aussi qui parlait d'animaux. Donc c'est ça. Il y avait un chevauchement sinon.
compétition avec eux-mêmes. Exactement. Donc, et puis, globalement, la télé québécoise propose beaucoup d'émissions scientifiques. Ouais, du coup, il y en a combien? C'est ma question. Combien? C'est difficile à dire. Je me souviens que j'avais compté il y a quelques années, il y en avait 5 par semaine minimum. Je sais qu'en ce moment, il y en a au minimum 3, puis il y en a certainement plus. 3, et c'est 1 heure à chaque fois, au moins? Ouais, Génial, c'est une demi-heure. Il y a les électrons libres, peut-être une demi-heure ou 1 heure. Découverte, ça doit être 1 heure aussi. C'est quand même... Et puis, globalement, les Québécois sont beaucoup tournés vers la science. C'est pas quelque chose qui les rebute autant que les Français. Et donc, il y a vraiment une belle culture de ça. Il y a beaucoup d'émissions scientifiques, même si tous les Québécois, on les entendra se plaindre sur le fait qu'il n'y en a pas assez. Mais si on compare à la France, il y a une très belle qualité de production. Mais c'est vraiment beau et bon ce qu'ils font. C'est au niveau du contenu. Là. Après, le format, on aime ou on n'aime pas. Mais niveau contenu, c'est de la belle qualité. Donc un jeu télé, du coup, tu sais combien il y a de personnes qui bossent pour Génial? Une centaine de personnes. Une centaine de personnes, c'est ça, ok. À peu près. Disons pourquoi je dis une centaine de personnes, c'est parce qu'on a reçu un papier qui dit « Félicitations pour votre prix Gémeaux », puis j'ai compté, il y a 100 personnes. Mais il n'y a pas le public qui est compté dedans, là. C'est vraiment les gens qui ont travaillé. Juste les gens qui travaillent dessus. Ok, c'est énorme. Ouais. En prenant en compte les caméramans, sur le plateau, il y a 1, 2, 3, 4, 5 caméras. Et typiquement, tu vois, par rapport à ce que je racontais sur la spontanéité et tout ça, t'as l'impression qu'il y a un peu de marge de manœuvre sur... que, par exemple, je sais pas, les joueurs, en fait, ils apportent un peu de fraîcheur ou un truc comme ça. C'est sûr que dans les joueurs, il y a ces 2 équipes, une personne lambda du public et une star du Québec. D'accord. Moi, je les connais jamais parce que j'ai pas la télé québécoise. Mais, et les stars du Québec vont souvent faire toute l'animation, en fait, faire tout le piquant de la chose. Ouais. Mais ils ont 20 secondes pour faire l'animation de la chose, tout en répondant à une question scientifique et en réfléchissant. D'accord. Donc, il y en a qui sont très performants là-dedans et qui arrivent vraiment à donner du peps. Ouais. L'animateur, il va vraiment s'ajuster en fonction de ça. Martin Carly, lui, il écoute tout le temps les réponses et puis il va rebondir dessus pendant son texte. Mais il va garder évidemment son fond scientifique toujours identique. D'accord, oui. En même temps, c'est un jeu télé, donc c'est pas exactement un truc où l'intérêt est dans l'improvisation. Enfin, c'est vraiment, il y a une sorte de... Il y a une dynamique. Voilà, ouais. Et puis ok, ouais, c'est intéressant. Et justement, la spécificité québécoise, qu'il y a autant de sciences, tu expliques comment ça se fait? Alors, mon hypothèse, c'est que tous les enfants ici grandissent avec Les Débrouillards, qui est un magazine scientifique auquel ils doivent certainement s'abonner. Et ils ont aussi beaucoup ils mettent la main à la pâte. Ok. Et donc, le magazine des débrouillards, c'est leur dose de science quand ils sont enfants. Ouais. Et donc, ils apprennent à aimer les sciences. Et à l'école, je pense qu'il y a un petit peu plus de budget qu'en France. Ah ouais, donc il y a des TP. Ce qui fait qu'il y a des vrais TP intéressants. Ok. Parce que je me souviens avoir donné une conférence ici pour les enfants, avoir montré une expérience et avoir eu des gamins qui me disent « Ah oui, j'ai vu ça au débrouillard !» Alors que moi, j'avais découvert ça à 26 ans. Ah ouais, d'accord. Donc, je pense qu'il y a une vraie culture dès l'enfance de la science. Effectivement, plus de budget. Hein. Mais on dit toujours que la France a beaucoup plus de budget de manière générale. Alors, je ne sais pas comment le Québec se positionne là-dessus, mais dans l'éducation, vu qu'il y a énormément d'écoles privées... Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Hein. Vu qu'il y a énormément d'écoles privées, je pense qu'il y a peut-être un meilleur focus sur les sciences au plus jeune âge. Ouais, il y a plus de... Ouais. Bon. Ok, c'est intéressant. Et... Du coup, tu sais s'il y a Radio-Canada, ils font des documentaires aussi. Ouais. Découverte, Découverte, c'est des documentaires toutes les semaines. Ouais. Découverte, ça serait pas la branche francophone de Discovery? Non, c'est le nom d'une émission Découverte. Ah ok, parce que ça ressemble vraiment, tu sais, comme ils traduisent tout. Ouais. Ça pourrait être la traduction de Discovery Channel, tu vois. Là, c'est le nom de l'émission. Chaîne Découverte. Mais non, l'équivalent, ce serait Explora Télé, je pense. Okay. On a ça aussi, mais j'ai jamais regardé. Je sais pas ce que c'est. Ouais, après, voilà. Le fait est que on fait une comparaison entre la télé et YouTube, mais ça veut rien dire la télé, en fait. Non, ça veut rien dire. Il y a plein de télés différentes, il y a plein d'émissions différentes, les producteurs sont tous très très différents les uns des autres. Je connais maintenant plusieurs types de producteurs, on va dire, et il y en a pas un pareil qu'un autre, quoi. Donc c'est ça, l'audiovisuel, c'est un milieu extrêmement diversifié au final, et puis ce qui est valable, enfin mon expérience de Arte n'est pas même valable avec... J'ai une autre expérience avec Arte, où on travaille ensemble sur quelque chose qui va apparaître sur le web, ça n'a rien à voir. Et même, il y a des personnes qui bossent dans les deux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui bossent
chez Arte, donc sur vraiment ces cases très télévisuelles, etc. Ils bossent aussi sur des programmes web à côté. C'est pas du tout pareil. Mais en fait, moi, ce que je veux vraiment dire, c'est que on est face à... C'est des structures, finalement. C'est des structures, et la structure, elle s'adapte en fonction de ses besoins. Quand tu dois gérer un budget d'un documentaire qui tape dans le million, eh ben, en fait, la structure s'adapte pour gérer un maximum de sécurité. Et le vlog à la Casey Neistat aurait jamais pu naître dans un domaine où il y a autant d'argent, parce qu'il y aurait eu énormément de sécurité qui aurait été mis en place, et le vlog de Casey Neistat, c'est l'inverse de la sécurité. C'est justement, je prends ma caméra et on verra ce qui se passe. Tu peux pas faire ça quand t'as 1 million en jeu, en fait. Non. Et du coup, je trouve ça assez intéressant, parce que YouTube, c'est aussi très très diversifié. T'as des grosses prods. Je pense à, tu vois, ce que fait Cyprien, ou les mecs, Natou, machin, quand il y a un court-métrage, il y a sûrement des budgets qui sont comparables à ceux de la télévision, hein, peut-être même plus, en fait. Et à côté de ça, il y a des gens qui font ça avec leur bite et leur couteau, avec leur smartphone, tu vois, budget total 80 € pour un micro-cravate branché sur le smartphone, et c'est parti, tu vois. Et donc il y a cette diversité-là, et je pense que... Ouais, c'est une grande gamme, et je pense que, typiquement, tu vas peut-être te permettre plus de choses si t'as moins d'argent en jeu, tu vois. Tu vas peut-être te dire, allez, vas-y, YOLO, quoi, j'y vais, je m'en fous, j'ai rien à perdre, tu vois. Alors que si t'as 5000 balles d'équipement sur toi, c'est un truc que je me suis souvent dit, quand plus j'achète des trucs, peut-être que plus j'achète des chaînes, et plus je me rapproche de la télé et de l'expérience que j'ai pas aimée avec Arte. Et j'ai pas envie de devenir ça, en fait. J'ai pas envie, à un moment donné, de donner un talkie-walkie à quelqu'un et lui dire, s'il te plaît, j'ai besoin de toi pour cette séquence, parce qu'il me faut un lien, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'on s'enligne vers ça. Pour moi, le YouTube, c'est la télé sans argent. Et la seconde où tu mets de l'argent, la seconde où tu as un court-métrage de ces personnes-là qui ont un gros budget, bah, c'est pareil. Tout d'un coup, tu multiplies le nombre de personnes qui sont sur le tournage et tu prévois et c'est écrit. Oui, mais je pense que tu peux quand même faire ça avec une certaine fraîcheur. Enfin, le fait de prévoir des trucs, je suis pas non plus en train de dire qu'il faut absolument rien prévoir, il faut y aller YOLO, tu vois. Oui, toi et moi, on n'a pas tout à fait la même conception de prévoir les choses. Ouais, mais je pense que c'est toujours un équilibre, en fait, et je pense, par exemple, Arte vont trop loin dans leur conception de documentaire, etc. Tu vois, il y a le documentaire de genre, ou le documentaire, je sais pas, de guerre, d'exploration, enfin, les documentaires un peu personnels, et sur l'axe de la sécurité, là, Arte, ils sont vraiment loin. Nous, on oscille autour, tu vois. Il y a des fois, tu fais un vlog, c'est un peu à l'arrache, tu sais pas exactement ce que tu vas filmer, puis des fois, tu fais une vidéo un peu prévue. Et je pense que c'est juste, voilà, faut réussir à garder un petit peu ce truc entre sécurité et créativité, mais il y a un moment où faut être vraiment conscient de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et si tu fais un truc très 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 sécuritaire, tu vois, t'écris tout, et que du coup tu te fermes complètement aux opportunités créatives, là c'est vraiment le moment de te remettre en question et de te dire, ok, peut-être que la façon dont je bosse, elle est devenue toxique pour moi-même, c'est-à-dire je suis même plus capable de faire quoi que ce soit d'intéressant, parce que j'ai trop peur de perdre de l'argent, en fait. Surtout en audiovisuel, en fait, où à chaque fois que tu crées un objet, tu sais pas s'il va marcher, tu sais pas si ça va donner quoi que ce soit. Donc, ouais, moi je pense que c'est vraiment dans le système, en fait, et c'est peut-être aussi un truc à garder en tête pour nous-mêmes, tu vois, c'est de se dire, faut faire attention à pas se créer des systèmes comme ça de contrôle trop forts. Pas se mettre de bâton dans les roues. Ouais, voilà. Et en tout cas, si on devient riche un jour, espérons qu'on soit tant bien. Qu'à y être. Ouais, mais qu'on ne devienne pas trop sécuritaire à côté, à cause de ça, tu vois. C'est encore une fois un beau mot de la fin. Très bien. Très bien. On a beaucoup parlé déjà. On a été un petit peu long, je pense. Ouais, j'ai plein de trucs à dire. Désolé. et le sujet aurait encore pu être... Oh oui. Non. Donc, mais on s'arrête là. On y reviendra. C'est fini. Ouais. On y reviendra peut-être. Bye. Bisous. C'est bon. Putain, mais j'ai une gueule. Ça roule. Ça devrait être illégal d'avoir cette tête-là. Ouais. Là, je viens de me réveiller. T'as toujours l'air de venir te réveiller un petit peu. C'est vrai ça. Ouais.